Bonjour ou bonsoir à tous. Parmi les différentes sciences sociales, il y a une discipline qui est longtemps restée, pourrait-on dire, la mal-aimée des sciences sociales. On lui reprochait ses objectifs, ses méthodes, ses origines, son dogmatisme. On l'accusait de faire une trop grande part à des déterminismes. Et pourtant, cette discipline n'a pas cessé de rebondir et de revenir dans l'actualité depuis plus d'un siècle. Et cette discipline, c'est la géopolitique dont nous allons parler aujourd'hui avec trois invités. Alors, je les présente rapidement. Gérard Dussouis, vous avez fait la plus grande partie de votre carrière dans l'éducation française. Vous êtes professeur émérite à l'université Montesquieu de Bordeaux. Vous avez publié chez Complexe en 2001, je crois, un livre intitulé « Quelle géopolitique au XXIe siècle ?» Vous avez fait paraître ensuite un monumental traité des relations internationales qui ne compte pas moins de 3 volumes. Et vous êtes un Européen convaincu, pas un turiféraire de la Commission de Bruxelles, mais plus européen en tout cas que beaucoup de nos contemporains. Et vous avez publié un livre qui s'appelle très clairement « Contre l'Europe de Bruxelles, fonder un État européen » avec une préface de Dominique Venner. Pascal Gauchon, vous avez fait beaucoup de choses dans la vie. À partir de 1992, vous voyez confier aux presses universitaires de France la direction d'une très importante collection, la collection Major. Et à partir de là, vous allez développer un certain nombre d'activités, en grande partie, consacrées à la géopolitique. Vous avez publié une vingtaine de livres au moins, parmi lesquels on relève le dictionnaire de géopolitique et de géoéconomie, un essai intitulé « Géopolitique de la France, plaidoyer pour la puissance », paru en 2012. Vous avez fondé en 2009 le Festival de géopolitique de Grenoble. Vous êtes membre du comité scientifique de l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques. Vous enseignez depuis l'an dernier à l'école privée de géopolitique Orbis et vous dirigez depuis 2014 la revue Conflit, dont voici le dernier numéro avec un dossier intitulé « Une autre Europe est-elle possible ?», qui évidemment correspond parfaitement à l'actualité. Hervé Juvin, vous avez longtemps animé un groupe européen de conseil en stratégie. Vous avez présidé jusqu'en 2017 l'Observatoire Eurogroupe et vous avez publié une bonne quinzaine d'ouvrages, notamment chez Gallimard, L'avènement du corps, Produire le monde, Le renversement du monde, La grande séparation, sous-titré Pour une écologie des civilisations. Et vous êtes, je crois, également un grand voyageur. Je crois que vous avez vécu quelque temps à Madagascar. Et au cours de vos voyages, vous avez évidemment pu évaluer l'intérêt que pouvaient présenter les théories de la géopolitique. Alors, la géopolitique, 2 mots, on l'a définie traditionnellement comme l'influence que peuvent avoir les facteurs géographiques, de la géographie physique, sur l'histoire et sur la politique, c'est-à-dire les rapports entre l'espace et la puissance. Maintenant, est-ce que cette définition canonique, qui reste malgré tout un peu floue, mérite d'être approfondie, Pascal Gauchon ? On peut toujours approfondir. Il y a une définition que j'aime bien, qui rejoint d'ailleurs la vôtre, qui est la géopolitique est l'étude des rapports de force dans l'espace, dans les territoires. Ouais. Voilà. Ça rejoint votre définition en grande partie. Et alors après, on peut approfondir, parce que rapport de force ou rapport de puissance, de quel type de rapport s'agit-il ? Uniquement politique, économique, culturel, civilisationnel. L'espace, à quelle échelle se situe-t-on ? Est-ce que c'est au niveau local ? Est-ce que c'est au niveau national ? Est-ce que c'est au niveau mondial ? Voilà, à partir de là, on a déjà toute une possibilité, toute une gamme d'approfondissement possible de la définition. D'autant que la notion d'espace a pris de nouvelles définitions. C'est-à-dire que l'espace, maintenant, ce n'est plus seulement l'espace territorial. Bien évidemment. On peut penser, entre autres, c'est à la mode aujourd'hui, et le fait que ce soit à la mode, c'est justifié, à l'hyperespace, par exemple. Ouais.
Sur la définition, Hervé Juvin, Gérard Dussouis, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi je voudrais ajouter, parce que j'ai quand même pas mal travaillé sur cette question, et je regrette que justement, on réduise trop souvent la géopolitique au territoire. Oui. Parce que le territoire et l'espace, c'est pas la même chose. Et je ne voudrais pas rentrer évidemment ici dans un débat trop théorique, mais aujourd'hui, si on veut vraiment faire de la géopolitique, on est obligé de tenir compte de tous les espaces abstraits qui existent. L'espace économique, les espaces technologiques, l'espace médiatique, tout ça, ça fait partie de la géopolitique. On ne peut pas se contenter de faire la géopolitique à partir de la répartition des terres et des océans. C'est quand même un stade assez dépassé. C'est pour ça que moi, j'ai plutôt une vision, une approche, je dirais, ontologique de la géopolitique. Je vois plutôt la géopolitique comme une réflexion sur l'organisation spatiale du système mondial. Et un système mondial qui se divise en plusieurs champs, dont le champ naturel, bien entendu, mais également champ économique, champ symbolique, etc. Et on ne peut pas se contenter non plus de vision purement matérielle. Il faut compter également avec les acteurs de cette géopolitique. Ce qui donne à la géopolitique, à la dimension topographique, qui est celle de la géopolitique classique, une dimension tout à fait topologique. Parce que l'organisation du monde, l'organisation de l'espace mondial, elle ne dépend pas que de la répartition des terres et des mers, elle dépend aussi des centres de puissance et elle dépend de la façon dont les acteurs se perçoivent mutuellement. Donc il y a une question très importante qui a été très longtemps ignorée par les géopoliticiens, qui est la question des représentations. D'accord. Parce qu'au fond, les acteurs se déterminent à partir de leur représentation et non pas à partir des réalités. Hervé Juvin, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, j'ai une raison particulière d'avoir un peu découvert la géopolitique et de m'y être intéressé. Ça a été une réaction assez forte de ma part lors de la publication d'un livre qui a défrayé la chronique, qui était « Le monde est plat ». The World is Flat. C'était une vision américaine, techniciste, moderniste, d'un monde dans lequel les questions de relief, de climat, de distance auraient totalement disparu. Et c'était derrière ce livre l'affirmation « Tous les hommes sont les mêmes, ils aspirent tous à l'air conditionné, à prendre des avions, etc. » Et c'est une époque où, vous l'avez rappelé, je travaillais au Maroc, je travaillais à Madagascar, j'avais l'occasion de séjourner en Chine, en Inde, et tout ce que je voyais était exactement l'inverse. Tout ce que je voyais me rappelle aujourd'hui ce livre d'un Anglais, Prisoners of Geography. Tout ce que je voyais me disait que les hommes, les gouvernements, les puissances étaient totalement dépendantes du climat, de la géographie, du peuplement, et que quelque part, la merveilleuse diversité des hommes, c'était que la culture avait été la médiation entre ces sociétés et les déterminants du climat, des espèces végétales et animales, du relief, etc., etc. Donc ce que je découvrais, c'était exactement l'inverse de la théorie selon laquelle le monde était plat. J'observe d'ailleurs que plus personne n'oserait aujourd'hui dire que le monde est plat. Partout les frontières s'élèvent, partout les questions naturelles et les questions des déterminismes reprennent leurs droits. Et c'est ce qui m'a conduit à la géopolitique, pour le dire un peu brièvement. Alors, pour fixer les choses auprès de ceux qui nous regardent, quelques mots très brefs sur l'histoire, les grands théoriciens, etc. Généralement, on fait remonter, les historiens des idées font remonter l'origine moderne, j'entends, de la géopolitique à un auteur allemand qui s'appelle Friedrich Ratzel, mais c'est en fait un Suédois dénommé Rudolf Kjellén qui, en 1889, je crois, a pour la première fois fait usage de ce terme. Friedrich Ratzel est mort en 1904, il a eu de nombreux héritiers, dont l'un des plus célèbres dans son pays est le général Karl Haushofer, qui a lancé en 1924 la Zeitschrift für Geopolitik, c'est-à-dire la revue de géopolitique. À côté de cela, il y a l'école anglo-saxonne, qui est très importante, très connue, avec l'amiral Mahan, qui est mort en 1914, le politologue Nicholas Spykman, mort en 1943, et le géographe anglais Alfred Mackinder, qui est mort en 1947. En France,
On dit parfois que le grand ancêtre de la géopolitique, c'est le géographe Paul Vidal de Lablache, mais il faut attendre surtout l'entre-deux-guerres pour assister au développement d'une école française, avec notamment l'amiral Paul Castex, qui s'est en particulier intéressé aux stratégies navales. Après la Seconde Guerre mondiale, en France en tout cas, la géopolitique est un petit peu oubliée, jusqu'à ce qu'un historien de gauche, qui s'appelle Yves Lacoste, lance une revue intéressante, Géographe. qui s'appelle Hérodote. Comment ? C'était un géographe. C'est un géographe, bien sûr, qui s'appelle Hérodote et qui est à l'époque lancé chez François Maspero, donc tout à fait dans le cadre de l'extrême gauche, revue qui a largement essaimé depuis sa fondation. Je donne ces quelques noms uniquement pour qu'il y ait quelques auteurs et pour introduire la question suivante. Dans tous ces travaux foisonnants, avec des manuels énormes, considérables, il y a deux thèmes qui reviennent souvent et que j'aimerais qu'on examine pour savoir dans quelle mesure ils conservent une actualité, s'il faut au contraire les relativiser, ce que vous aviez paressé dire d'ailleurs Gérard Dussouil tout à l'heure. Bon, le premier thème, c'est l'opposition de la terre et de la mer. Carl Schmitt écrit « L'histoire humaine, finalement, ce n'est que l'histoire de l'affrontement des puissances terrestres ou continentales contre les puissances maritimes ou océaniques. » Il y a beaucoup de travaux qui se sont greffés là-dessus. Carl Schmitt n'est évidemment pas le seul à avoir soutenu cette thèse, même s'il en donne son interprétation particulière. Mais cette grande coupure terre-mer, aujourd'hui, est-ce qu'elle conserve son actualité? Il y a une époque, bien sûr, la grande puissance navale, maritime, c'était l'Angleterre. Et puis, ce rôle est passé à la puissance ou à l'hyperpuissance américaine, à laquelle on oppose le monde continental, ce qui nous amènera d'ailleurs à une autre question. Est-ce que vous pensez que cette opposition, elle a une certaine validité, elle est définitivement périmée, ou est-ce qu'il faut considérablement la relativiser? Je crois qu'elle était vraie dans la mesure où il y avait toujours eu une puissance maritime plus ou moins en conflit, en guerre, avec un État du continent européen. Mais est-ce qu'on peut considérer l'Espagne du XVIe, XVIIe siècle, la France du XVIIe, XVIIIe, et même l'Allemagne du XIXe, XXe siècle, est-ce qu'on peut vraiment les considérer comme de purs États continentaux? Je n'en suis pas certain. En tout cas, il y avait une ambition navale et maritime forte dans ces trois pays. C'est vrai. Dans trois États. La question se pose encore aujourd'hui avec un pays comme les États-Unis, que l'on désigne souvent comme la puissance navale par excellence, et qui est quand même un État-continent qui tire toute une partie de sa puissance de ses terres. Qui est en position d'île quand même par rapport au reste du continent. Oui, si l'on admet que le continent Voilà. entier est une île sous autorité complète américaine. Oui, voilà. Oui, ça visait, parce que la vraie puissance continentale, c'était la Russie. Oui, la puissance navale, c'était évidemment l'Angleterre, d'où l'interprétation de Carl Schmitt qui s'appuie sur l'existence insulaire de la Grande-Bretagne pour dire que c'est le seul pays, bien d'autres pays, effectivement, ont eu des ambitions navales, Espagne, Portugal, Pays-Bas, etc. Mais l'Angleterre, dit Carl Schmitt, en tout cas c'est son opinion, est la seule qui a délibérément choisi une existence maritime. Et il utilise l'image d'une île qui a largué les amarres par rapport au continent européen, ce qui d'ailleurs pourrait nous amener à des considérations subséquentes à propos du Brexit. Et pour revenir aux écoles, justement, ce qu'il faut bien voir, c'est que tout le débat qui a pu exister entre les écoles de géopolitique s'est greffé plus ou moins sur le modèle de Mackinder. C'est ça. Sur le modèle britannique. C'est le premier, c'est le seul géopoliticien à avoir véritablement présenté un modèle. Alors vous avez une illustration assez remarquable et extraordinairement actuelle de ce débat puissance de la mer, puissance de la terre, avec l'immense sujet des routes de la soie. Puisque le sujet des routes de la soie est généralement employé pour illustrer
la rivalité montante entre ce qui serait une puissance de la Terre, la Chine rêvant d'une unité eurasiatique, et les États-Unis. Pour ma part, je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense que le véritable affrontement est moins puissance de la mer, puissance de la terre, que puissance du commerce par rapport à des puissances plus autarciques ou des puissances rêvant d'une certaine autonomie économique. Et là, on retrouve l'affrontement que vous avez cité. Et je crois que l'actualité commande de le dépasser. Pour moi, l'affrontement aujourd'hui, il est bien davantage de nature quasiment philosophique, avec d'immenses conséquences politiques, entre ceux qui affirment que les hommes sont tous les mêmes, que les déterminants géographiques, climatiques et naturels ne comptent absolument plus, et ceux qui, au contraire, perçoivent que ces déterminants sont toujours à l'œuvre, que ce sont toujours eux qui font la vie des gens. Je le dirais d'une formule, nous n'en avons pas fini avec la terre qui est sous nos pieds. Et il me semble que le véritable affrontement que je vois se dessiner aujourd'hui, il est entre ces deux visions du monde, et pratiquement ces deux visions de l'homme. Oui, ça, c'est tout à fait clair. Vous avez raison d'insister sur les prolongements philosophiques. Cela dit, quand vous dites c'est aussi le commerce, hein, Oui, dans l'analyse schmittienne, je ne veux pas rester là-dessus, mais enfin, c'est intéressant parce que pour lui, le commerce est une activité de type maritime. Tout à fait. Car il Tout y a à fait. des flux et des reflux. Ça s'apparente, le libre-échange s'apparente à ces étendues océaniques Tout à où il n'y a fait. pas de frontières. La frontière étant le privilège, en quelque C'est le sorte, monde de la fluidité et de la liquidité. territoires et du politique. C'est le monde fluide, c'est le monde liquide, C'est le monde liquide. et c'est le monde rêvé dans les années 90. Tout cela, dans la pratique, me semble un peu plus compliqué. Oui. Parce qu'à l'époque où écrit Carl Schmitt, ou en tout cas au début du XXe siècle, l'Allemagne est une énorme puissance commerciale qui est en train justement de menacer l'Angleterre sur le plan commercial. Et l'une des causes de la Première Guerre mondiale, c'est la réaction anglaise face à cette menace. Donc on pouvait à la fois être, ce que j'évoquais tout à l'heure avec les États-Unis, une grande puissance continentale, comme l'Allemagne, et en même temps être une puissance maritime et une puissance commerciale. Les deux ne sont pas si opposés que cela. Alors, il y a une deuxième question qui s'y rattache. D'ailleurs, là, je pense surtout à Mackinder. Ça rejoint un peu la problématique que l'on vient d'évoquer. C'était l'opposition, là aussi, qui dessine entre ce qu'il appelle l'île mondiale, c'est-à-dire l'ensemble eurasiatique et en particulier son cœur, le Heartland, c'est-à-dire le cœur de l'île, et qui pour lui est un centre de gravité, au fond des rapports de force, d'où la formule qui a été reprise souvent après lui, qui contrôle l'île mondiale, contrôle le Heartland, et qui contrôle le Heartland, contrôle le monde. Alors, on rejoint la même problématique parce qu'on est toujours dans une confrontation, de fait, entre un ensemble continental et politique, tellurique, terrestre, et un monde qui a certes ses dimensions terrestres aussi, mais qui se déploie à l'échelle mondiale par le moyen des forces navales. Mackinder a reconnu qu'il s'était trompé, Oui. que cet Heartland ne pouvait pas dominer le monde. D'abord, parce que c'était un Heartland vide. Aujourd'hui, sans démographie, une puissance ne peut pas tellement se développer. Et il était dans un article de 1944, il avait revu son modèle et il avait fait de l'océan Atlantique le nouveau centre du monde. Ça n'était plus le Heartland. Une de ces raisons, c'était que au début du XXe siècle, on pouvait espérer que le déploiement des chemins de fer allait peu à peu unifier le continent eurasiatique. Et puis on a bien vu que ce déploiement des chemins de fer ne contrebalançait pas les transports maritimes. Et donc que c'était sur mer, ça continuait à se jouer. Surtout le chemin de fer russe. Maintenant, est-ce que ça va continuer comme cela demain? Effectivement, avec les routes de la soie que vous évoquez, on verra. Alors ça, on en parlera dans un moment, parce que je voudrais que la deuxième partie de l'émission soit une sorte d'examen de l'état du monde. Mais je voulais me permettre d'ajouter un mot sur Bien ce sûr. Heartland que vous évoquiez. Oui. En effet, ça s'est avéré faux quelques décennies après que ce pronostic ait été établi. Je ne suis pas sûr que nous n'en redécouvrions pas l'actualité. Nous devons être clairs, nous, Européens, à nos frontières Est, la situation est en train de devenir très chaude parce que certaines puissances n'ont aucun intérêt à ce que la continuité des routes de la soie s'avance et se développe. Et donc on voit qu'on aura des crises qui vont être provoquées
De la même manière que des crises sont provoquées pour bloquer les approvisionnements en pétrole ou en gaz naturel venant soit de l'Iran par la Syrie, soit par la mer Noire ou par le nord de la Russie. Et donc une partie de ce heartland, donc vous savez que s'il est vide démographiquement, il est extraordinairement riche en un certain nombre notamment de produits d'énergie, de minerais et pas que. On voit bien qu'on a là une zone où ceux qui veulent isoler l'Europe du continent eurasiatique ont tout intérêt à provoquer des crises, des ruptures de continuité. Et pour ma part, je pense que la route de la soie sera tout sauf un long fleuve tranquille. Et la plus grande crainte de Mackinder, c'était l'alliance de l'Allemagne et de la Russie. Tout à fait. Parce que que tout sera fait pour le Heartland était vraiment construit à ce moment-là. Tout sera fait pour rompre cette alliance possible. C'était aussi la grande crainte de Brzezinski. Tout à fait. Après, En général, de la géopolitique américaine. Tout à fait. bien Tout à sûr. fait. C'est leur obsession en permanence. Les États-Unis L'unification ont du toujours Heartland. tout fait pour que l'Allemagne et la Russie ne se rapprochent pas et pour arrimer l'Allemagne au camp occidental, avec ce qui était évidemment assez facile à l'époque de la guerre froide, avec l'OTAN, etc. Mais aujourd'hui, où les choses sont beaucoup plus ouvertes, il est clair que les enjeux restent les mêmes. Oui, j'attirerai volontiers l'attention de nos spectateurs sur ce qui est en train de se passer autour du port de Constanța en Roumanie, qui est un gros enjeu pour la continuité des routes de la soie, avec d'énormes investissements mais d'énormes difficultés, des troubles qui sont en train de monter aux alentours de la Serbie, avec une présence chinoise énorme, puisque la Chine est de loin devenue le premier investisseur en Serbie, et puis aussi sur un incident récent passé à peu près inaperçu des opinions occidentales, c'est l'explosion d'un cargo plein de pétrole iranien dans le port de Latakié, qui a tué tout son équipage sans aucune explication aujourd'hui donnée à cette explosion, qui a d'ailleurs engendré une marée noire assez considérable. Alors, on arrive déjà à ce que j'annonçais tout à l'heure, c'est-à-dire, aujourd'hui nous sommes à une période de transition, d'incertitude, on rebat les cartes à beaucoup d'égards. Dans cette époque très incertaine, quels sont les principaux enjeux géopolitiques? Qu'est-ce que la géopolitique peut avoir à nous dire sur ce que nous voyons se dérouler aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle peut nous dire des intérêts et des ambitions des États-Unis, de la Chine, de la Russie? Et puis, à la fin, il y aura la question de savoir, et l'Europe dans tout ça, comme d'habitude, qu'est-ce qu'il y a de nouveau d'abord? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Et ce qu'il y a de vers quoi on nouveau, s'oriente? c'est le basculement vers l'océan Pacifique. Et je crois que clairement, on est entré aujourd'hui dans ce que les politologues appellent une phase de transition hégémonique entre les États-Unis et la Chine. Vous êtes de ceux qui pensent que les États-Unis se préoccupent beaucoup moins de l'Europe, beaucoup moins. Ils vont se s'en préoccuper de la moins en moins. Chine, et que le grand antagonisme qui vient, c'est un antagonisme américano-chinois. Antagonisme, pas forcément, mais un jeu, ça peut très bien se terminer aussi sur une sorte de statu quo et d'entente, comme ça a été le cas pendant la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, qui finalement s'entendaient assez bien dans la mesure où aucun des deux ne cherchait à empiéter sur la périphérie de l'autre. C'est vrai, mais c'était possible à l'époque parce qu'il y avait un rideau de fer. Voilà. Aujourd'hui, Mais nous ça sommes peut le dans un devenir, monde ça peut le beaucoup redevenir, plus oui. instable et beaucoup plus fluide. C'est pas tout à fait la même chose, d'autant plus que les Chinois, qui passent sans doute à juste titre pour raisonner à très long terme, ne dissimulent pas trop leur intention de détendre leur capacité dans tous les domaines, de surclasser les États-Unis dans certains domaines, peut-être pas dans d'autres, mais enfin, bon, ça c'est... sur le plan technologique. technologique. Et c'est probablement l'élément qui a fait réagir les Américains. Parce que tout part de là, avec tout Trump, part de l'économie, de de la façon très technologie. brutale. Moi, je voudrais revenir sur autre chose qui est tout à fait différent, mais qui s'inscrit en amont un petit peu. Je dirais que ce que les événements nous apprennent, ou nous réapprennent, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier parfois, c'est que les nations n'ont pas d'amis, elles ont uniquement des intérêts, et en fonction des intérêts qu'elles ont, des alliés plus ou moins durables, plus ou moins provisoires. Voilà. C'est la première chose qu'on apprend. Et de ce point de vue, toute une partie du discours des dirigeants européens en particulier,
qui semble inspirer des meilleurs sentiments toujours, est peut-être inspiré des meilleurs sentiments, mais est aussi inspiré des plus mauvaises pensées. Je pense que c'est une énorme erreur. Et voilà, on doit d'abord réapprendre cela, et les événements actuels nous y aident. Alors, entre autres, effectivement, le deuxième problème que vous avez évoqué, c'est le basculement du monde vers le Pacifique. Oui, ça paraît relativement indiscutable quand on voit les chiffres. Alors, il faut quand même faire attention. C'est-à-dire que les bords de l'océan Pacifique connaissent une croissance, effectivement, que ne connaissent plus du tout les bords de l'océan Atlantique, mais les centres décisionnels majeurs en matière économique sont toujours autour de l'Atlantique. Tout à fait. Le FMI, la Banque mondiale, les grandes bourses mondiales, etc., se trouvent autour de l'Atlantique. Donc, il y a effectivement un glissement. Il ne faudra pas dire tant que les États-Unis demeureront l'économie dominante. Voilà, c'est la deuxième question. Est-ce que les États-Unis sont en train de passer la main aux Chinois ? Bon, personnellement, je ne suis qu'à moitié convaincu. Enfin, ça ne me paraît pas si évident que ça. Ça prendra du temps. Est-ce qu'il ne faut pas évoquer également le fait que les États-Unis sont moins dépendants sur le plan énergétique du Proche-Orient qu'ils ne l'étaient jusqu'à présent? Ils n'ont jamais été très dépendants du Proche-Orient. En fait, leur pétrole venait essentiellement du Canada et du Venezuela. Donc le Proche-Orient ne représentait, il y a une vingtaine d'années ou 25 ans, que 20% à peu près des approvisionnements énergétiques des États-Unis. Donc ce n'était pas si énorme que cela. Mais c'est vrai qu'ils en sont encore moins dépendants, et c'est vrai surtout que grâce au pétrole et au gaz de schiste, ils ont les moyens maintenant de peser sur le marché du pétrole de façon, et le marché de l'énergie en général, de façon exceptionnelle. Oui, on rejoint la puissance terrestre américaine. L'élément nouveau pour moi, beaucoup l'ont observé, mais il se résume à une observation assez simple. Je pense que Donald Trump est convaincu que les États-Unis périront en tant qu'empire mondial et qu'ils ne vivront qu'en tant que nation, défendant ses propres intérêts, combattant pour ses propres intérêts, mais sans plus rêver d'être le gendarme du monde. Je pense que ça explique beaucoup de choses auxquelles nous assistons au jour le jour. Ça veut dire quand même que nous entrons dans un ordre, ce que certains appelleraient un désordre mondial, absolument nouveau par rapport à tout ce que nous avons connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. L'observation peut être plus géopolitique de ma part, et elle est inquiétante pour l'Europe, c'est que dans le jeu, on nous vante un monde multilatéral. Je vois un monde bilatéral en train de s'organiser, puisque ça a été dit assez clairement, l'une des raisons de l'opposition des États-Unis au fait que Huawei équipe nombre de pays, notamment en Europe, de la 5G, c'est que Huawei est à peu près imperméable aux services de renseignement américains. Huawei n'offre pas les backdoors qui permettent aux services de renseignement américains d'avoir accès à tout. C'est très intéressant comme motif d'opposition d'ailleurs. Ça veut dire que les États-Unis entendent très fermement garder le contrôle absolu de tout ce qui se dit et tout ce qui se passe en Europe, y compris jusqu'à aller piéger le téléphone personnel de Mme Angela Merkel. Donc, un monde multilatéral qui nous est peint, la réalité est un partage du monde entre deux empires. Je le vois de manière extraordinairement violente en Afrique. Vous savez qu'en ce moment, une des régions où il se passe énormément de choses, c'est le Congo-RDC. Pourquoi ? Parce qu'il y a au Congo-RDC plus de la moitié des réserves de cobalt mondiales et qu'aujourd'hui, on a une véritable offensive américaine pour contrer la mainmise chinoise sur les ressources de la RDC, qui sont absolument stratégiques pour les technologies dans les années à venir. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous assistons à cet affrontement bilatéral et la question se pose, où est l'Europe ? On ne peut qu'observer un vide stratégique sidérant. Et là, je voudrais revenir sur des sujets un peu plus politiques. Elle n'existe pas, l'Europe. Quand on a dit que l'Europe n'avait pas de frontières, quand on a dit que l'Europe n'était porteuse que de valeurs universelles, quand, comme le président Emmanuel Macron en a donné récemment le regrettable exemple, on est incapable de dire que la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est le symbole de la chrétienté, et même de la chrétienté d'Occident, et que c'est quelque chose qui appartient à la France chrétienne de jadis, on se prive de toute capacité à définir une stratégie, parce qu'on ne peut définir une stratégie qu'à partir du moment où on est sûr de ce que l'on est, de ce que l'on veut. J'observe que le vide stratégique européen devient grave, parce qu'il est paralysant, parce que sur aucun des grands sujets récents, de la Syrie au Venezuela, et des affrontements dans les Balkans potentiels au sujet du Maghreb ou de l'Afrique, l'Europe n'a eu le lead. Le seul pays qui s'est quelquefois un peu distingué par ses initiatives étant la France. Il y a quelque chose de très grave qui se passe, parce que l'Union européenne est en train de plonger l'Europe dans la dépendance stratégique la plus absolue, et quelque part, l'Union européenne est en train de gravement mettre en danger les États-nations. Et je terminerai là-dessus. L'autre enseignement d'observation géopolitique que je tire,
c'est que c'en est bien fini des rêves de fin de l'histoire de l'universalisme, c'en est bien fini des rêves impériaux, nous assistons partout dans le monde au retour de l'État-nation. C'est pourquoi il me semble que l'Union européenne, quand elle rêve de se construire en détruisant les États qui la composent, va complètement à contresens de ses intérêts. L'Europe n'aura lieu et l'Europe ne sera grande que si les États-nations qui la composent sont grands et sont forts. C'est probablement ce qu'il faut rêver pour une nouvelle Europe. Moi, j'ai le raisonnement inverse. Oui, moi je vous dirais, C'est bien pourquoi je je mets vous ce sujet sur la objecterai table. quand même une chose, c'est que je vois mal comment on peut construire une Europe un tant soit peu unie sans prendre une part de souveraineté aux États-nations. Si on veut qu'il y ait une souveraineté européenne, Délégation au partage de on ne souveraineté peut me va pas- très bien, abandon de souveraineté ne me va pas. Ça peut être effectivement une distinction on va y acceptable. revenir parce que c'est évidemment une question cruciale, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire tout simplement que le point commun des États-Unis, de la Russie et de la Chine, c'est qu'ils pensent le monde qui vient, ou ils essayent de le penser, alors que l'Europe ne pense rigoureusement Et puis rien là-dessus. l'essentiel, c'est qu'ils n'ont pas renoncé à la puissance. Oui. Oui, c'est C'est ça. qu'ils croient toujours à la puissance, alors que le fond de l'Europe, et c'est pour ça que je ne suis pas certain que le retour des États-nations résoudra le problème. Le fond de l'Europe, qu'il s'agisse de l'Europe comme continent, Europe occidentale, ou qu'il s'agisse des États-nations européennes, c'est qu'elles ont renoncé à la puissance. C'est qu'elles ont découvert que la puissance, ça coûtait cher, ça coûtait des vies, Oui. ça coûtait en réputation. On a une sale réputation quand on est puissant. Ça coûtait en amour du reste de l'humanité. Voilà. Et les nations européennes ont largement renoncé à l'exercice de la puissance. Et d'ailleurs, elles passent leur temps, ou en tout cas une partie d'entre elles passent leur temps, à faire repentance pour les actes du passé où elles ont été puissantes. Je partage Elles ont totalement. renoncé à la puissance parce qu'ils ne peuvent pas y accéder non plus. C'est un peu comme le multilatéralisme. C'est pas tout On à parle fait de faux. multilatéralisme pour se faire plaisir, pour faire croire Tout à fait. aux opinions qu'on est tous à peu près égaux au niveau de la planète. Je rejoindrai volontiers votre observation, Pascal C'est- Gauchon, à cette nuance près. C'est que dans l'abandon de toute idée de puissance, l'Union européenne a joué un rôle considérable. Sans aucun L'Union européenne s'emploie, et on le voit dans le cas de la France, et en ce moment même, avec des sujets très importants sur nos armements futurs et sur notre capacité à traiter des enjeux de puissance dans le monde, l'Union européenne est une puissance paralysante. C'est Très c'est profondément. vrai, c'est vrai, et derrière Ça cela, relève pas de il y a l'Union le jeu européenne. américain. Ça Bien relève de entendu. l'idéologie qui règne en Europe aujourd'hui. D'accord. Alors, dans les défauts de l'Europe, sur lesquels je crois que tout le monde ici est à peu près d'accord, vous parliez tout à l'heure d'absence de frontières claires. Hein. Est-ce que la géopolitique peut aider à dire géopolitiquement, voici quelles sont les frontières de l'Europe? Bien sûr, puisque la géopolitique enseigne que la géographie est déterminante, elle enseigne que les peuplements, mais aussi les croyances, mais aussi les représentations que vous évoquez tout à l'heure sont déterminantes. Et j'observe à cet égard que l'Europe, l'Union européenne nous place en apesanteur, puisque le dogme de l'Union européenne, c'est que tous les hommes sont les mêmes. Il est interdit de dire que la religion, de dire que les origines, de dire que les habitudes culturelles héritées des reliefs, des climats et de la biodiversité ont une quelconque importance pour séparer les hommes. Je vous coupe parce que ce n'est pas un dogme européen, c'est un dogme français. C'est un dogme jacobin. Je le retrouve très largement C'est à le l'Union dogme qui est- européenne. c'est le- Regardez l'exercice Oui, qui mais consiste il à est- faire, il est à faire le point français. sur les droits de l'homme partout dans le monde. Mais il est C'est français, génial. mais il est C'est bien français. c'est bien intériorisé en dehors de la France, quand même. Savez-vous qu'à chaque L'Allemagne session... est quand même assez emblématique de Oui, cette l'Allemagne, intériorisation. parce qu'elle a été vaincue et qu'elle a subi un lavage de cerveau comme aucun État dans le monde ne l'a jamais subi depuis 1945. Ouais, mais enfin, allons jusqu'à dire L'Allemagne, c'est que Habermas. l'Europe, c'est hein. l'Allemagne. C'est l'idéologie d'Habermas Et qui a donc, été inculquée à toute la population allemande. Tandis que nous, on croit à tout cela depuis très longtemps. On y croit depuis 1792 ou 93. Oui, Et il faut- c'est nous qui avons fait passer cette idée partout dans le monde. Je Et partage l'Union la- européenne a repris cela. Alors, Je partage la remarque de Pascal Gauchon. Il faut quand même s'interroger, et nous Français, nous en sommes assez peu conscients, sur le tour de passe-passe extraordinaire qu'a vulgarisé et développé notamment Habermas, en disant « puisque nous avons été à l'origine du pire, le nazisme, nous avons une vocation particulière à l'éviter aux autres ».
c'est quand même extraordinaire. Ça consiste à se donner une sorte de supériorité morale en raison des crimes que j'ai commis. Vous savez, je suis un très grand criminel, mais à cause de ça, je vais pouvoir vous faire la morale pour vous apprendre à vous comment éviter les crimes. Oui, c'est juste presque une réaction religieuse à la Dostoïevski. Et c'est une supercherie parce que intellectuelle je suis totale. d'autant plus abaissé que et c'est une supercherie intellectuelle totale. Il y a toute une préhistoire à ce genre de raisonnement. Voilà, c'est une supercherie intellectuelle totale. Ouais. Je fais une petite parenthèse. Il y a en ce moment une actualité sur le Venezuela, le Nicaragua, l'histoire de Cuba, là, qui rebondit d'une manière auquel les gens n'ont pas l'air d'attacher beaucoup d'importance en Europe, alors que c'est quand même extrêmement important. Si de nouvelles sanctions sont prises par les États-Unis contre Cuba, qui s'appliqueront, car maintenant, toutes sanctions prises par les États-Unis contre un pays, ce sont des sanctions qui sont prises en même temps contre les entreprises européennes qui négocient, au moins en dollars, ce qui est le cas le plus souvent, avec ces pays. Alors, deux questions. Comment voyez-vous un peu ce qui va se passer en Amérique latine, qui redevient un peu la cour, l'arrière-cour des États-Unis? Je vais vous dire. Hein? Là, il y a quand même quelque chose d'assez important. Quel est votre sentiment là-dessus? Sur le sujet précis que vous évoquiez, il ne faut pas oublier que l'Union européenne, dans les années 90, avait réussi à bloquer les dispositions d'Amato et Helms-Burton, notamment au sujet du commerce avec Cuba, parce qu'il y avait une quasi-unanimité européenne et on avait réussi à bloquer les sanctions américaines contre les entreprises européennes qui travaillaient avec Cuba. Il semble, et c'est très intéressant, il semble qu'aujourd'hui, l'Union européenne n'ait plus les moyens d'adopter une semblable loi de blocage et de protéger les entreprises. C'est très intéressant quand on parle des progrès de l'Union européenne. En ce sens, on a très clairement régressé. Nous sommes plus soumis à la puissance et aux juridictions américaines que nous ne l'étions dans les années 90. Mais c'est aussi parce que ces juridictions américaines ont évolué. Tout à fait. Et qu'elles se sont mises à proclamer, distribuer des amendes partout aux entreprises, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans. Mais il y a un deuxième point qui, alors lui, est d'une immense importance, et tous les diplomates que je peux rencontrer en sont très préoccupés, de beaucoup de pays. C'est l'idée que la politique internationale et les relations internationales seraient soumises au droit. Et là, on a une illustration de ce que j'ai appelé le coup d'état du droit. C'est l'usurpation par les cours constitutionnelles d'une capacité à peu près libérale d'interprétation, parce que des déclarations lyriques, les déclarations des droits de l'homme, quand on veut les traduire en droit positif, en fait, on a une liberté à peu près totale laissée aux juristes de paralyser la vie politique. Puisque vous savez qu'en France, le Conseil constitutionnel, sur la base de la Déclaration des droits de l'homme, peut paralyser à peu près n'importe quelle décision politique. Ça pose un vrai problème quant au rôle des juges. Imaginez ce qui se passerait si toutes les décisions de politique internationale, par exemple l'envoi de soldats français au Mali, par exemple les interventions américaines en Irak ou en Afghanistan, étaient soumises au gouvernement des juges. Là, on a réellement un problème quant à la nature politique de l'être humain, parce que le droit est en train de tuer le politique, et en tuant le politique, il tue la démocratie. Oui, alors, il faut rappeler qu'effectivement, il y a eu une accélération du processus, mais un peu partout. Vous avez donné l'exemple du Conseil constitutionnel. Il faut rappeler qu'en 1958, au début de la Ve République, le rôle du Conseil constitutionnel n'était pas d'évaluer, de statuer, de juger du contenu des lois, mais simplement de s'assurer de la régularité conforme à la Constitution, des circonstances qui avaient permis de les adopter. Et puis, à partir de 1971, on commence à déraper et on introduit dans ce qu'on a appelé le bloc de constitutionnalité tout un tas de documents, la Déclaration des droits de l'homme, etc., qui vont permettre de juger de l'intérieur, du contenu des lois, et éventuellement de refuser certaines lois adoptées de manière parfaitement démocratique au seul motif qu'elles contredisent la doxa ou la vulgate libérale. Ça, bon, l'extraterritorialité du droit américain est aussi une machine qui s'est emballée. Chacun garde en mémoire l'amende de plus de 9 milliards infligée à Paribas, qui a eu un pouvoir de dissuasion considérable, avec ensuite les sanctions contre l'Iran, la Russie, etc. Vous vous êtes penché sur ce problème de l'expansion de l'extraterritorialité de droit américain. Pourquoi ça a été accepté ?
Et voilà. Est-ce que Alors, ça c'est pouvait accepté être pour une raison refusé? très simple, c'est qu'on l'oublie toujours, mais le dollar est la monnaie des États-Unis. Ouais. Et toute transaction effectuée n'importe où dans le monde est réputée avoir été compensée ou traitée aux États-Unis. Ce qui donne compétence quasi universelle aux juridictions américaines. Alors, séparons bien deux choses, si vous me permettez. ouais. L'extraterritorialité du droit américain sur des questions d'embargo, sur des questions de corruption, qui est un sujet juridique dont l'on peut débattre, mais la réponse est évidente, c'est ne plus utiliser le dollar dans les transactions. Et j'observe d'ailleurs que la Chine est en train de monter avec la Russie et beaucoup d'autres pays de vraies solutions. L'ironie voulant que la Russie et la Chine ont mis en place une plateforme de troc pour négocier avec l'Iran, et que d'ailleurs ça a été peu observé ici, le premier pays à adhérer à cette plateforme de troc a été Israël. Mais quelque chose est en train de se passer. Et la Chine a mis en place les systèmes de compensation, les systèmes de contrats à terme sur les matières premières et le marché physique de l'or, qui permet dorénavant de traiter la plupart des grandes transactions commerciales dans le monde sans aucun rapport avec le dollar, donc sans aucun risque de se voir appliquer les sanctions américaines, à condition qu'on n'utilise pas de iPhone, de puce américaine et serveur américain. C'est un tout autre sujet, le problème de la mise sous tutelle de la diplomatie et de la guerre par le droit. Obama avait bloqué, le premier gros blocage à cela, ça a été Obama. Des tribunaux américains commençaient à dire qu'on pouvait juger l'Arabie saoudite responsable des actes terroristes à partir du moment où le gouvernement saoudien n'avait rien fait, notamment pour bloquer la famille Obama et des rapports compliqués d'argent. Et c'est Obama qui a mis fin à cela, parce qu'Obama, et à mon avis à très juste titre, a considéré que pénaliser des opérations politiques, c'était la boîte de Pandore. Et que dorénavant, évidemment, on aurait des milliers de plaintes par rapport à l'action des troupes américaines en Afghanistan, on aurait des milliers de plaintes par rapport à l'action des troupes américaines en Irak, et que si on poursuivait les intérêts saoudiens partout dans le monde pour indemniser les victimes américaines des actes du 11 septembre, etc., on ne pourrait pas arrêter une machine devenue folle. Ce que j'observe, c'est qu'avec les décisions, semble-t-il, de l'administration Trump, on est en train d'ouvrir la boîte de Pandore. Et d'ailleurs, pourquoi, enfin la question est très chaude aux États-Unis, on la connaît peu en France, mais pourquoi ne pas considérer légitime à ce moment-là l'indemnisation de toutes les familles des esclaves africains depuis le XVIIIe siècle? Ils ont bien droit à compensation, ils ont été victimes d'un crime contre l'humanité. Vous savez qu'il y a des estimations qui circulent, c'est évidemment des milliards de dollars que les États-Unis devraient rendre à l'Afrique. C'est un sujet assez amusant. Quelle est l'importance géopolitique de l'Amérique latine pour les États-Unis aujourd'hui? Une grande importance ou une faible importance? Je dirais une importance plutôt faible, moyenne, plutôt faible. Parce qu'ils ne craignent pas l'Amérique latine. Oui. Maintenant, il ne faut pas oublier que la fois où le monde est passé le plus près de la guerre nucléaire, de l'apocalypse, c'est quand on a parlé, et quand les Russes ont tenté d'installer des fusées à Cuba. Oui. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier non plus, parce que c'est la même chose, que l'une des causes que nous on néglige en Europe, mais importante du point de vue des États-Unis, de leur entrée dans la Première Guerre mondiale, c'est bien sûr le désir d'aider les braves démocraties comme la France et le Royaume-Uni, mais une des causes non négligeables, c'est le télégramme Zimmermann, dans lequel l'ambassadeur, ou plutôt l'ambassadeur allemand au Mexique, cherchait à manœuvrer un certain nombre d'hommes politiques de manière à faire basculer le Mexique du côté de l'Allemagne et de la faire entrer en guerre. C'est-à-dire que deux événements majeurs, et en particulier un qui aurait pu être tout à fait majeur, et même définitif, ont pour cause la crainte des Américains de voir un adversaire potentiel, un rival potentiel, mettre le pied sur le continent américain. Le continent américain, c'est une île, c'est leur précaré, c'est leur zone de sécurité. Pour l'instant, me semble-t-il, d'après ce que je crois savoir, ils ne craignent pas réellement la présence chinoise en Amérique latine. Bon, ils voient bien que les Chinois en tirent des avantages économiques. Ils voient bien aussi que les Latino-Américains sont un peu déçus par cette présence chinoise. Un peu le même phénomène qui se produit en Afrique. Les Chinois, eux aussi, n'ont pas d'amis, mais ont des intérêts. Et ils n'ont pas d'amis spéciaux en Amérique latine. Donc, ils ne craignent pas réellement que la Chine fasse basculer certains pays d'Amérique latine de leur côté. Donc, tant que la présence chinoise restera ainsi essentiellement économique et ne présentera pas une menace d'un point de vue géopolitique, menace d'alliance, je crois que ça n'ira pas plus loin.
si effectivement il devait y avoir une réelle implantation politique chinoise en Amérique latine, là, je pense que les Américains s'en mêleront. Oui. Et très sérieusement. Il y a surtout Vous aussi indiquiez que... d'ailleurs tout à l'heure que pour les États-Unis, l'une des principales sources d'approvisionnement énergétique, c'était le Venezuela. Tout à fait. Mais partage- aucun État sud-américain n'est capable de défier le leadership Bien sûr. nord-américain. La seule chose qui aurait pu se faire à une époque, c'est peut-être du temps du Brésil des militaires. Là, il y a eu effectivement quelques velléités d'émancipation. Oui, avec Geyser. Ouais, voilà. Ce qui aurait pu se faire peut-être, c'est si le Mercosur avait marché. Parce qu'à ce moment-là, on aurait une véritable entité sud-américaine qui serait organisée. Mais les rivalités entre l'Argentine et le Brésil sont telles que... Oui, et puis il faut bien dire aussi une chose, c'est que la gauche latino-américaine, hostile aux États-Unis, elle a eu sa chance au début des années 2000. Au début des années 2000, ils ont dirigé tous les pays, ou quasiment tous, sauf la Colombie, je crois, mais tous les autres, avaient des gouvernements de gauche. Voilà. Oui, mais on a vu ce qu'ils en ont fait. Sans projet sud-américain. Bon, sans aucun on a projet. vu ce qu'ils en ont fait. Bah si, ils ont vaguement tenté de créer le Nassour, etc., qui n'a rien Ça été n'a- du tout. ça n'a qui pas n'a- marché. Partage tout à fait. Non, ils ont été mauvais. Voilà, je crois Ah oui, ça y qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Deux réflexions peut-être à ce sujet sur l'Amérique latine. Je partage l'exemple que vous avez donné sur Cuba. C'est ce qui fait que ce qui se passe en mer de Chine peut être dangereux. Oui, bien sûr. Parce que la Chine est un peu dans la situation des États-Unis avec Cuba, et la Chine ne peut pas supporter qu'en permanence des porte-avions, accompagnés de toute la flottille qui les sécurise, etc., naviguent à quelques dizaines de miles de ses côtes. Ça serait très intéressant d'avoir des grandes manœuvres chinoises dans les Caraïbes ou entre Cuba et les États-Unis. Il faut voir qu'ils le ressentent comme une provocation permanente. Et là, il y a réellement quelque chose qui peut devenir très chaud à un moment Vous ou avez l'autre de raison. l'histoire. Mais il y a pire. La- Il y a C'est un peu Taïwan. tôt, il faut Il y a regarder. Taïwan. Bien sûr. La deuxième chose... Taïwan, c'est leur Alsace-Lorraine. Les Chinois n'y renonceront jamais. Et si jamais il y avait le moindre geste des Américains qui donnait l'impression qu'ils encouragent la sécession de Taïwan, Oui, là, tout à fait effectivement, d'accord. Donc c'est une jeune chose. ça sera un bras de fer. La deuxième chose que je prévois, vous avez raison, l'Amérique latine ne doit pas beaucoup empêcher Donald Trump de dormir. Il y a simplement une chose qui, à ma connaissance, préoccupe ses conseillers, c'est une stratégie chinoise que j'ai vue se développer actuellement dans certains pays africains et qui se met en place dans certains pays d'Amérique latine. Et consiste à prêter très généreusement pour favoriser le développement. Et quand le remboursement des prêts pose problème, à se saisir, c'est le cas de la Zambie, c'est peut-être le cas du Congo-RDC demain, à se saisir des mines, à se saisir des infrastructures, à se saisir des terres arables. Je me permettrai de vous préciser que l'Amérique latine, les Latino-Américains sont doués pour quelque chose, indiscutablement, extrêmement doués, ne jamais rembourser leurs dettes. Voilà. Alors, Ils étaient simplement, hyper endettés dans les années 30 et leur dette a disparu Tout à fait. à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale. simplement, vous allez avoir, et vous avez déjà une action américaine, pour rendre très visibles ces mécanismes chinois et pour alerter de manière extrêmement pressante les gouvernements qui seraient tentés d'y souscrire. En gros, sachez qu'on va vous dépouiller d'une grande partie de vos richesses naturelles si vous vous laissez aller à des accords qui ont l'air très sympathiques avec l'Organisation de développement de Shanghai, etc. Là, on va avoir une offensive américaine que je vois commencer à se Sans dérouler. aucun doute, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire prenons la Russie et la Chine, est-ce que la Russie et la Chine, sont des pays qui ont des priorités géopolitiques à l'heure actuelle? Géopolitiquement, qu'est-ce qui inspire le plus leurs projets? Lorsque, à propos de la Russie, on parle de l'axe, entre guillemets, Moscou, l'Iran et la Syrie, ce qui est un peu réducteur, parce que Moscou entretient aussi des liens assez ambigus avec la Turquie, par exemple, et aussi même avec l'État d'Israël. Ça a une réalité ou c'est une affaire de circonstance à vos yeux? La Russie, je pense, est essentiellement une puissance régionale. Donc, qui se préoccupe avant tout de son environnement immédiat. Mais la Russie d'aujourd'hui n'a aucune capacité de projection de sa puissance. Ouais, Ce ça me semble très qu'avait au moins l'Union soviétique autrefois, c'est qu'il y avait au moins l'idéologie. La Russie ne peut pas espérer aujourd'hui transmettre ce qui serait ses valeurs, son idéologie. Vous êtes d'accord là-dessus? Donc elle est...
Moi, je pense qu'elle se tient surtout aux frontières et elle veut la paix à ses frontières. Alors, la Russie a effectivement le premier problème géopolitique. Là, nous sommes clairement dans la géographie. Je pense à Tim Marshall, un ancien, je crois, des services britanniques, qui a écrit un livre dans lequel il commence par « Si Vladimir Poutine est, comme il le dit, réellement croyant, il doit faire une prière tous les soirs en demandant que Dieu, enfin, élève des frontières entre la Pologne, les États baltes, l'Ukraine, pour séparer la Russie de ses adversaires potentiels. » Je pense qu'effectivement, la Russie a toujours ce problème des grandes plaines ouvertes à l'ouest, qui sont les plaines rêvées des invasions. Pour être un peu plus réservé que vous, je vois beaucoup de Russes en Inde, notamment parce que l'équipement militaire et les centrales nucléaires sont... toujours une tradition... Je vois pas mal de Russes en Afrique et je vois pas mal de Russes avec des relations historiques. N'oublions pas qu'ils ont été chez eux en Angola, ils ont été chez eux en Éthiopie, ils ont été chez eux dans beaucoup de pays. Ils étaient récemment de retour en Centrafrique. Ils sont assez présents en RDC. Et puis j'observe une intensité qu'on considère assez peu ici. J'observe une intensité qu'il vaudrait la peine d'analyser en détail des relations entre Israël et la Russie. Fondée sur cette réalité, c'est que le Conseil des ministres d'Israël pourrait avoir lieu en russe. Vous savez qu'Avigdor Lieberman et combien d'autres, ministres ou personnalités politiques de tout premier plan, sont des russophones et sont parfaitement à l'aise pour entretenir des conversations avec leurs homologues russes. Et donc je crois que c'est une boîte noire, les relations entre Israël et la Russie, mais que nous ferions bien, si nous voulons comprendre un peu ce qui se passe, être beaucoup plus attentifs à cet aspect des choses. C'est pourquoi je suis un peu plus réservé que vous. Dans nombre de pays qui ne sont pas le voisinage immédiat de la Russie, je vois des Russes. N'oublions pas que la Russie, c'est vrai que c'est du passé, mais elle a une diplomatie mondiale. C'est un des rares pays présents partout dans le monde. Et ça n'est pas complètement fini, ça a laissé des traces. Non, ça n'est pas complètement fini, mais... Un tout petit peu réservé, donc, là-dessus. La Russie n'est pas au niveau de puissance des États-Unis ou de la Chine. Incontestablement. Voilà. Donc, effectivement, c'est Incontestablement. peut-être pas ça, c'est pas un petit pays, bien sûr que non, c'est une grande puissance. C'est peut-être la première puissance européenne. Une grande moyenne puissance, pour reprendre la formule de... Et j'aurais une autre petite réserve sur ce que vous dites. De ce qui me revient à chaque fois que les enjeux mondiaux deviennent réellement chauds, tout le monde quitte la pièce, sauf les Américains et les Russes. C'est-à-dire que, comme disent nos amis américains, at the end of the day, les deux puissances capables de détruire le monde, ça reste les États-Unis et la Russie. Et donc nous ne devrions pas non plus oublier ça. Les Russes c'est Poutine au Moyen-Orient, mais uniquement au Moyen-Orient. Il a dit n'oubliez pas que la Russie, après diverses provocations... Vous pourriez en parler, y compris à des chefs d'état-major français, ils auraient des illustrations presque violentes. Il y a un moment où tout le monde que la Russie possède l'arme atomique. Voilà. Alors tous ces projets, évidemment, dessinent beaucoup de choses, et on a l'impression que l'Europe est tragiquement absente de toutes ces choses-là. Il y a en ce moment une grande crise européenne, il y a une grande critique de l'Union européenne. Vous êtes l'un et l'autre hostiles à cette Union européenne, mais dans une perspective assez différente. Beaucoup aujourd'hui reprochent à l'Union européenne de s'être construite à l'encontre des nations, sur la ruine des nations, avec l'idée que finalement on peut supprimer le passé, la culture, les différences, etc. Et que si l'on vient à bout de l'Union européenne telle qu'elle est, on va faire renaître les personnalités nationales. Vous êtes également contre l'Union européenne, mais vous pensez que l'Europe des nations ne peut pas suffire à redonner à l'Europe la dimension de puissance qu'elle a oubliée. C'est pas une alternative. Hein? C'est pas une alternative parce que je pense que les États-nations aujourd'hui européens sont structurellement dépassés. Ils sont dépassés sur le plan technologique, ils sont dépassés sur le plan démographique, ils sont dépassés sur le plan militaire, ils sont dépassés à tout point de vue. Alors on me dit, c'est la faute de l'Union européenne, si ceci, si cela. Non, c'est pas la faute de l'Union européenne. L'Union européenne, qu'est-ce que c'est d'abord au départ? C'est pas un État, c'est pas une confédération, c'est une organisation régionale. Et c'est une organisation intergouvernementale. Donc tout ce qui se fait au niveau de l'Union européenne se fait avec l'acquiescement des différents gouvernements. Le problème aujourd'hui, c'est que tous ces gouvernements sont inhibés idéologiquement, sont incapables de penser justement en termes de puissance. L'idée de l'Union européenne et de ces différents gouvernements, c'est que nous n'avons pas d'ennemis. Dans le monde, nous n'avons pas d'ennemis. Donc, on peut traiter et faire un peu n'importe quoi avec tout le monde. Cette Union européenne,
n'a aucun projet, n'a aucune stratégie. Et votre solution, votre souhait en tout cas? Alors, sinon mon votre souhait, ce solution. serait que dans l'avenir, enfin, on avance vers une Europe supranationale et que cette Europe se donne enfin un véritable exécutif, hein, un véritable centre politique capable de mobiliser les dernières forces vives de cette pauvre Europe, qu'il ne faut pas l'oublier non plus, et dans une situation démographique absolument catastrophique. Et vous pensez que c'est possible? Est-ce que si les Européens le veulent? Le problème, pour ça, il faut qu'ils arrivent à dépasser leurs ethnocentrismes, il faut qu'ils arrivent à dépasser leur nationalisme. Et au lieu de continuer à raisonner en termes d'intérêt national, comme ils le font, même dans le cadre de leurs relations mutuelles, ils devraient commencer à essayer d'identifier des intérêts vitaux européens. Oui, mais si les choses restent en l'état, toutes choses égales par ailleurs, il est peu probable que les sentiments des gens évolueront. Sinon, perspective catastrophique. Mais, vous savez ce que disait Nietzsche. Nietzsche bien disait sûr, l'Europe se fera au bord du tombeau. Mais il avait raison. Bon, tant que les gens ne considèrent pas qu'ils sont au bord du tombeau, absolument, ça ne se fera pas. J'ajouterais qu'elle se fera peut-être dans le tombeau. Et ben, c'est encore une autre ce sera peut-être un peu trop tard, mais bon. Hervé Juvin, mais on en est là. Votre conception d'une Europe libérée de la Commission européenne? Bon, libéré de la Commission européenne, ça c'est un bien grand mot et ça mériterait beaucoup de commentaires. Je vais probablement partager beaucoup de vos constats et je vais probablement être en désaccord sur les conclusions que vous en tirez ou sur l'espoir que vous formulez. À la suite d'observations très concrètes, j'ai eu l'occasion de côtoyer les institutions européennes, notamment beaucoup dans les années 90, et puis j'ai eu l'occasion de les côtoyer, mais de l'autre côté de la Méditerranée, si je puis dire, avec nombre de pays sujets à des programmes d'aide, sujets simplement à des relations diplomatiques avec l'Union européenne. Et j'observe quoi? Et là je parle en tant que Français, et ça fait probablement partie des constats qui m'ont conduit à engager le combat lors de cette élection européenne. J'observe d'abord ce qui a beaucoup joué dans le Brexit. L'idée que la Grande-Bretagne est plus grande et plus forte hors de l'Union européenne qu'elle ne l'est à l'intérieur. Vous savez que c'est un véritable enjeu. Je pense que nous nous faisons beaucoup d'illusions quant au drame, à l'appauvrissement économique et à la perte de rang que va subir la Grande-Bretagne. Je crois que c'est tout l'inverse qui est en train de se décider. Là, on va voir. Hein. Parce qu'une Grande-Bretagne sans marine et sans empire, oui. Qu'est-ce qui reste? Vous avez un vrai sujet. Vous regrettez le Brexit? Moi, non. Dans la mesure où ça pourrait nous débarrasser justement des Anglais et surtout de l'opposition anglaise à tout progrès vers une Europe plus intégrée et plus supranationale. En d'autres termes, le général de Gaulle avait raison. Pour commencer, il ne fallait pas qu'ils y entrent. Absolument. Voilà. Alors, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour l'Union européenne et pour la France que le Brexit ait eu lieu, mais nous le verrons bien. Sur le plan commercial, pour la France, c'est une très mauvaise nouvelle. Partage totalement votre opinion, contrairement à ce qui est dit. Perdre le plus sur le plan économique à la sortie du Royaume-Uni. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de travailler et j'ai eu l'occasion de rester en relation avec la City de Londres. La City de Londres est absolument florissante et j'observe simplement que j'ai commencé ma vie professionnelle, je n'ose pas dire il y a combien de décennies, dans une bourse de Paris qui rêvait de se livrer au niveau de la City, se hisser au niveau de la City. Aujourd'hui, la City fait toujours partie des 2 premières places mondiales. Je crois que la Bourse de Paris en est réduite au 30e rang mondial. Enfin, nous avons disparu par rapport à la City. Il faut quand même avoir idée de ces phénomènes de long terme. Et la richesse à Londres et la richesse dans une grande partie de la Grande-Bretagne est juste époustouflante par rapport au relatif appauvrissement de la France. Bon, c'est un peu mineur. Ce que je voulais simplement dire, c'est que pays du Maghreb, Madagascar, pays francophone, grande tradition de coopération avec combien de succès avec la France, systématiquement, l'Union européenne va mettre des Néerlandais ou des Britanniques ou des Allemands parce que la doctrine de l'Union européenne, c'est de casser les relations historiques. Donc à Madagascar, j'ai eu cette situation absolument surréaliste. L'aide européenne à Madagascar est gérée par des Allemands, donc les documents sont écrits en français parce qu'ils sont négociés avec des Malgaches. On les traduit en allemand. Et évidemment que quand on va travailler à Madagascar, on va tout retraduire en français. Ça n'aurait pas été plus simple que ce soit des Français, non, parce qu'il faut casser systématiquement les liens historiques. Il faut être sensible à ça. L'Union européenne est en train de dévitaliser, elle est en train de détruire ce qui a fait la grande France, ce qui a fait la grande Italie, ce qui interdit à l'Allemagne de prétendre à la grandeur. Et nous le subissons d'une manière aveugle et nous subissons une diminution de la France en raison de l'Union européenne.
Voilà une première réflexion. La seconde réflexion, c'est que je ne suis pas totalement français pour rien. Je pense que les deux peuples les plus politiques du monde sont probablement les Britanniques et les Français. Et je pense que s'il peut y avoir l'espoir d'une puissance européenne, s'il peut y avoir l'espoir, par exemple, d'une défense européenne, c'est très clairement parce que la France prendra le lead. Je crois que c'est ce que le président Emmanuel Macron avait un peu tenté de faire au début de son quinquennat. Je pense qu'il l'a totalement manqué parce qu'il a refusé de s'appuyer sur l'histoire longue. Il a refusé de dire que l'Europe ne sera pas si elle ne définit pas ses frontières extérieures, donc si elle ne se sépare pas radicalement de ce qui n'est pas elle, et notamment du monde islamique. Je pense qu'à partir du moment où il a commis cette erreur de croire qu'on pouvait établir une stratégie de puissance sans parler d'identité et sans parler d'histoire longue, il se privait lui-même de toute capacité d'agir. Et je pense qu'aujourd'hui, il est absolument privé de toute capacité d'agir. Les rebuffades successives de l'Allemagne sont absolument marquantes. Imaginez à la grande lettre d'Emmanuel Macron aux Européens, ça n'est même pas la chancelière Angela Merkel qui a répondu, c'est la nouvelle chef de son parti, ce qui traduit bien le fait que les Allemands considèrent qu'il s'agit juste d'une lettre d'un petit parti français comme les autres, qui n'a finalement pas beaucoup d'intérêt, donc on néglige même de lui répondre officiellement. Oui, on peut dire que Macron est seul en Europe aujourd'hui. Macron est totalement seul en Europe, ce qui veut dire qu'il est affaibli. Et il s'est isolé lui-même. Bon, là, on est arrivé dans l'actualité la plus brûlante, et comme toujours, d'ailleurs, les propos sur la géopolitique virent à une discussion générale sur les rapports internationaux, la situation internationale. Ce qui apparaît très nettement, c'est que l'Europe n'a jamais voulu et encore moins pu se construire comme une puissance, qu'elle veut ignorer ce que vous appelez justement l'histoire longue. D'abord, elle veut sortir de l'histoire à une époque où l'histoire fait retour. Et l'histoire, traditionnellement couplée avec la géographie dans l'enseignement scolaire, l'histoire fait aussi retour par la prise en compte des données de la géographie et des constantes qui contribuent en tout cas à la diversité des peuples, des nations et des cultures. Voilà, merci à chacun d'entre vous. Merci pour cette discussion un peu éclatée, mais qui montre bien l'importance des enjeux et surtout l'importance de réaliser leur importance. Voilà. Tout à fait. Merci. À bientôt.